Salam alaikum, Azoul, Fellaouen. Désolé pour la vidéo d'hier, en tout cas les 11 dernières minutes de la vidéo, je vous parlais d'un sujet extrêmement brûlant, c'est la corruption de la multinationale Total. En détail, je vous avais expliqué de quelle façon cette entreprise qui pèse plus que le PIB algérien, donc utilise des moyens illégaux au travers de la corruption pour soudoyer des gouvernements, des entreprises pétrolières et gazières à la fois en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, jusqu'en Birmanie. Et en effet, cette méthode peu orthodoxe utilisée par Total n'est pas du tout à l'image de cette France qui veut montrer à la terre entière que c'est le pays des Lumières, le pays de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, de l'état de droit et de la démocratie. Mais le versant sombre de cette France, c'est la corruption, c'est le soutien aux dictatures et c'est l'organisation d'assassinats ciblés. Alors revenons au thème de Total, mais cette fois-ci avec l'angle diplomatique. Alors je vous rappelle que demain, le 23 mai, il y aura l'Assemblée générale des actionnaires de Total. Total va confirmer un bénéfice très important de 15,2 milliards d'euros pour l'année 2024. C'est vrai que c'est un peu moins que les 21 milliards d'euros de bénéfices enregistrés pendant l'année 23, mais c'est tout de même colossal pour un pays qui n'a pas une goutte de pétrole ni une goutte de gaz. Alors d'habitude, Total organisait son assemblée générale des actionnaires donc au magnifique palais des Congrès à Paris, mais depuis que des associations écologistes ont décidé de bousculer l'organisation de ces assemblées générales, ici c'était en 2022, on voit bien que dans le Parisien il titrait Dégagé, car des ONG comme Greenpeace avaient dénoncé le fait que Total continue à polluer la planète, car pour ces associations écologistes, ce qui est important, c'est d'abord la pollution avant la corruption. Et donc, depuis ce moment-là, où Total est considéré comme un criminel climatique, Total préfère désormais organiser ses assemblées générales dans son bunker. Et son bunker, c'est quoi? C'est son siège à la Défense. Regardez, voici le bunker de Total à la Défense. Donc comme ça, c'est sécurisé, les écologistes ne pourront pas entrer et ainsi l'image de Total sera préservée. Alors hier, je vous expliquais qu'est-ce qui a fait que cette entreprise qui est connue pour sa corruption et pour sa dynamique corruptrice à travers le monde entier, à travers tous les continents, qu'est-ce qui a fait que désormais elle a décidé de mettre en place un programme de prévention et de lutte contre la corruption. Je vous ai montré ce document hier. Total a engagé 350 personnes pour vérifier que désormais il n'y avait pas de corruption, que Total respectait ce qu'on appelle un code de conduite, une éthique dans le domaine du business. Mais je vous rassure, tout cela c'est du flan dans la réalité. On n'est pas dans l'anticorruption, mais on continue à corrompre allègrement, mais cette fois-ci avec un vernis de légalité. Comme je vous le rappelais hier, il suffit simplement de dire combien de pots de vin vous donnez à des entreprises pétrolières ou à des gouvernements. Donc il faut déclarer cela aux impôts et à partir de là, personne ne vous embête. Donc aujourd'hui, Total est devenue beaucoup plus intelligente et fait très attention à la façon dont elle obtient des contrats à l'étranger. Elle fait attention surtout à ne pas se faire repérer par le fameux gendarme américain. Comme je vous l'ai dit hier encore, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont obligé le petit enfant Total à mettre en place ce programme de prévention de lutte contre la corruption suite à l'amende que les États-Unis ont dressée contre Total, une amende de 398 millions de dollars dans le cadre d'un programme de corruption en Iran. Cette amende a été payée illico presto par Total pour empêcher la tenue d'un procès aux États-Unis qui aurait sali terriblement l'image
de Total. C'était au mois de mai 2013, c'est-à-dire il y a 12 ans. Donc depuis, Total est devenu un tout petit enfant, comme un petit enfant à l'école qui a fait une bêtise et qui s'est fait gronder par l'oncle Sam américain. Alors, je me suis étalé assez allègrement sur le système de corruption mis en place par Total. Sachez qu'il n'y a pas que Total qui s'amuse à faire de la corruption à travers le monde. Il y a aussi des diplomates français, et pas n'importe qui, des ambassadeurs, et pas n'importe lesquels. Car vous savez, il y a différents degrés d'ambassadeurs. Et le plus haut niveau de respectabilité pour un ambassadeur, c'est d'être nommé ambassadeur de France. Et figurez-vous que lorsqu'on est nommé ou lorsqu'on porte le titre d'ambassadeur de France, on est ambassadeur à vie. Ce qui veut dire qu'à vie, ces ambassadeurs de France touchent un salaire de leur État. Mais vous savez, l'argent a une fâcheuse tendance à corrompre celles et ceux qui en bénéficient. Alors revenons au programme pétrole contre nourriture en Irak dont je vous ai parlé hier. Et je vous avais dit que Total utilisait une entreprise suisse qui s'appelle Teliac pour remercier les ministres, les hauts fonctionnaires qui leur ont permis d'obtenir des contrats, ou en Afrique, ou au Moyen-Orient, ou en Asie. Vous connaissez l'affaire de Eni, parce qu'il n'y a pas que Total qui fait ça. Eni a fait la même chose avec Saipem, avec Sheikh Ibrahim, avec Farid Bejaoui, Omar Habbour, Nassimo Tqaddour, etc., qui ont touché 198 millions d'euros de pots de vin pour signer avec Eni et Saipem 11 milliards de dollars de contrats. Alors revenons à notre ami Total. Donc Total a utilisé ces entreprises-là pour transférer des fonds via donc ces entreprises, ces sociétés qu'on appelle des sociétés écrans comme Teliac et qui jouaient le rôle de taxi, c'est comme ça qu'on appelle dans le jargon. Donc Total a mis en place ce système dès 1990 en payant des commissions en marge des contrats d'achat de pétrole brut. Et comme je vous l'ai dit gentiment hier, cette pratique était assumée complètement par le directeur juridique de Total qui s'appelle Patrick Herbel. Je dis, ben oui, c'est légal. Nous obtenons des contrats grâce à la gentillesse de ministres, de hauts fonctionnaires ou de dirigeants de compagnies pétrolières ou gazières. Et ainsi, nous rétribuons ces gentilles personnes sur des comptes en Suisse. Voilà, il a dit que c'est légal tout ça. Pourquoi vous m'embêtez, moi, directeur juridique de Total, pourquoi vous m'embêtez? Il a dit, j'attends encore que vous me démontriez que nos commissions avaient un caractère illégal. Tout simplement. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça magnifique. En tout cas, le juge français, le juge Courroy, qui a décidé de poursuivre en justice ces personnes-là, a dit qu'il y avait un vaste système de sociétés écrans, de commissions et de surfacturation d'intermédiaires destinés à contourner l'embargo irakien décrété par l'ONU. Donc on va revenir à nos amis diplomates, les fameux diplomates français. Alors on va uniquement parler de deux grands diplomates, ces fameux ambassadeurs de France, ces ambassadeurs payés à vie par l'État français. Donc il s'agit de Jean-Bernard Mérimée. Jean-Bernard Mérimée était surtout ambassadeur de France au Conseil de sécurité à l'ONU. Ça veut dire quoi, ambassadeur de France au Conseil de sécurité à l'ONU? C'est entre 1991 et 1995. Cela veut dire que s'il n'était pas d'accord au sujet d'une résolution présentée à l'ONU par les membres du Conseil de sécurité, ben il avait le droit de mettre son veto, bien sûr en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et avec la cellule diplomatique à l'Élysée, mais c'est un pouvoir énorme. Alors non seulement il était ambassadeur de France à l'ONU entre 91 et 95,
mais il a été aussi le conseiller du secrétaire général de l'ONU, à l'époque c'était Kofi Annan, pour les affaires européennes. Et il avait le rang de secrétaire général adjoint à l'ONU à partir de 1999 jusqu'en 2002. Alors je vous dis 2002 pour que vous sachiez qu'en 2003, vous vous souvenez le fameux discours de Dominique de Villepin qui s'opposait à la guerre en Irak. Je ne vous fais pas de dessin. Je rentre pas dans les détails. J'ai toujours le sourire. Hein. Hier, j'avais le sourire et aujourd'hui, j'ai le sourire. Donc, le deuxième ambassadeur de France dont on va parler, donc il est connu aussi. Et il s'appelle... Alors, il est très gentil lui aussi, très très gentil. Il s'appelle... Vous savez, les Français, ils me font toujours sourire. Alors, j'ai pas envie d'écorcher son nom parce que sa femme a fait un beau livre sur sa carrière et ça serait un peu dommage d'écorcher son nom. Vous savez, les Français, il faut respecter leur rang quand même. Hein. Donc, il s'appelle Serge Boisdevet. Voilà, on va y arriver gentiment. Donc, ambassadeur de France aussi, donc payé à vie. Il était secrétaire général au Quai d'Orsay. Donc, Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères français. Alors, en 2016, 1er juin 2016, vous avez un grand magazine, l'Express, qui a fait récemment un beau dossier sur l'espionnage entre l'Algérie et la France, avait publié un article qui s'appelait « Les ripoux de la diplomatie ». Ripoux, ça veut dire les pourris de la diplomatie. Et il parlait justement des fameux diplomates, pas uniquement français, hein, de 60 pays, qui avaient bénéficié de millions de barils de pétrole gratuitement de la part de notre ami Saddam Hussein. Vous vous rappelez ce mot-là, gratuitement? Je le dis souvent, à l'endroit des contrats de gaz et de pétrole qui ont été extorqués par Total, donc en Algérie. Et oui, Total exerce des pressions. Donc je vous redis que Total bénéficie sur le site gazier de TFT de 25 ans de gaz gratuit et sur le site pétrolier de Hassi Barkin de 25 ans de pétrole gratuit. De la même façon que ces 60 diplomates étrangers ont bénéficié de millions de barils de pétrole gratuits de la part de Saddam Hussein. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice qui le dit, la justice française et la justice américaine. Alors, évidemment, il parle de nos deux grands diplomates, donc M. Jean-Bernard Mérimée et de M. Serge Boisdevet, mais aussi de Charles Pasqua. Je vous ai parlé de Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur français à deux reprises, entre 1986 et 1988 et entre 1993 et 1995. Et comme notre ami Bruno Retailleau, lui aussi était ministre d'État. Ministre d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à vie, il va percevoir un salaire de ministre, en plus d'une secrétaire, en plus d'un garde du corps et en plus d'un chauffeur. Voilà, c'est ça, ministre d'État. Donc, et Pasqua avait aussi un conseil diplomatique qui s'appelait Bernard Guillet, et lui aussi a eu des millions de barils de pétrole gratuit. Alors vous savez, quand on s'appelle Jean-Bernard Mérimée, qu'on est ambassadeur de France à vie et qu'on est ambassadeur au Conseil de sécurité des Nations Unies, regardez, la classe, hein. En plus, c'est des énarques, ces gens-là. Ils ont fait des grandes études, hein. Regardez, beau costume, belle cravate, avec des journalistes. Et cette photo-là, je vais vous dire, elle date de quand? Elle date de mai 1995. En mai 1995, figurez-vous que ce grand ambassadeur de France était président du Conseil de sécurité aux Nations Unies. C'est pour ça qu'il a le droit à tous les journalistes là. Et là, il parle du programme pétrole contre nourriture en Irak pour dire qu'il faut le respecter et qu'il faut tenir compte des besoins alimentaires du peuple irakien. Vous voyez, il a la gestuelle, il a ce qu'il faut, comme on dit. Il a les
Juste et coutumes de la diplomatie française qui est respectée depuis Louis XIV, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle. Donc là, c'est le grand ambassadeur de France, Jean-Bernard Mérimée. Alors, Jean-Bernard Mérimée, donc là, on est en 95. Et qu'est-ce qui se passe 10 ans après, 12 octobre 2005? L'ambassadeur Jean-Bernard Mérimée est placé en garde à vue, comme un petit malfrat. Comme moi en France ou en Algérie, j'étais placé en garde à vue. Voilà, je suis un petit voyou, quoi. Mais il m'a rejoint, plutôt, c'était avant que je fasse de la politique. Avant de faire de la politique, j'ai jamais eu de problème avec aucune justice. Vous vous rendez compte? Mes problèmes ont commencé à partir du moment où j'ai commencé à payer les amendes des femmes qui portaient librement le niqab et à partir du moment où je me suis engagé en politique en Algérie. Oui, sinon, avant, pendant 40 ans, aucun problème. Incroyable quand même, hein? À croire que j'ai commencé ma carrière de délinquant à partir de 40 ans. Bref, regardez le grand ambassadeur de France. Il a été placé en garde à vue, mais ça c'est Le Monde, hein, c'est pas Rachid qui le dit, hein, c'est dans toute la presse. Il a été placé en garde à vue, mesquin. Oh, le pauvre. Le pauvre. Bon, il est mort maintenant, Allah yarhamou, mesquin. Hein. Ben oui, Jean-Bernard Mérimée. Bon, pas tout seul, hein, il y avait 18 personnalités qui étaient poursuivies. Donc ça date du 12 octobre 2005, journal Le Monde. Mais il n'y a pas que Le Monde qui parle de lui, il y a même le grand journal catholique français qui s'appelle La Croix. Donc, quand il a été placé en garde à vue, bah, il a bien fallu le mettre en examen. Hein, le pauvre ambassadeur de France. Vous savez, cette France qui donne des leçons à l'Algérie matin, midi et soir, en disant que l'Algérie est une dictature, l'Algérie est un pays corrompu. Mais il faut regarder un peu dans vos poubelles, mes chers ambassadeurs français, voyons. Je suis là pour ça, moi. Vous savez, j'ai été formé à l'école française, à l'université française. Donc je connais bien la France, n'est-ce pas? Regardez. Il a été mis en examen, le pauvre Jean-Bernard Mérimée. Oh là là, vous vous rendez compte? L'ex-ambassadeur français à l'ONU, mis en examen. Vous imaginez la catastrophe? Alors, ça date du 12 octobre 2005, le même jour que Le Monde, que je viens de vous citer. Et ils disent que M. Mérimée, il avait 68 ans à l'époque, qui a été élevé à la dignité d'ambassadeur de France à vie. Vous imaginez, à la dignité d'ambassadeur de France à vie, regardez, VIE. Vous imaginez la honte pour la diplomatie française. Vous connaissez le ministre actuel, Jean-Noël Barrot, qui donne des leçons à l'Algérie. Regardez, ambassadeur à vie. C'est magnifique, ça. Il est désormais poursuivi pour trafic d'influence et corruption active d'agents publics à l'étranger. Corruption active d'agents publics à l'étranger. Bon, je ne vous fais pas de dessin sur ce qui s'est passé pendant Bouteflika. Ok, c'est bon, je ne vous fais pas de dessin. C'est bon? On continue. Mais, en échange du paiement d'une caution de 150 000 euros, il a de l'argent, hein, Jean-Bernard Mérimée. Le diplomate est ressorti libre du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, peu après 18 heures, ne souhaitant pas s'exprimer devant la presse. Regardez, il a payé 150 000 euros, mesquin. Il a des sous, hein. Voilà, il a dit, mais il ne veut pas parler devant la presse. Et pourtant, notre ami Jean-Bernard Mérimée, il était content en mai 95, de parler devant la presse. Hein? Avec tous ces micros, là, il était bien content. Hein? Mais là, maintenant qu'il a été pris la main dans le sac, ah non, moi je ne parle pas à la presse, moi. C'est un peu comme les avocats stagiaires qu'on a embauchés pour défendre les diplomates algériens. Non, ils ne parlent pas à la presse. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'il y a un peu d'humour quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il lui reprochait à notre ami Jean-Bernard Mérimée? Ils disent, en tout cas c'est le juge Courroy, c'est pas Rachid Nekaz, il dit qu'il a bénéficié de largesse, c'est-à-dire de cadeaux du régime de Saddam Hussein, sous forme de bons d'achat de pétrole. Voilà, des bons d'achat. Alors c'est quoi? C'est 1 litre, 1 baril, 2 barils, 10 barils? Non. 2 millions de barils de pétrole. Alors juste pour information, l'Algérie, chaque jour, elle exploite, plutôt, elle sort du sous-sol algérien 920 000 barils jour. On va dire 1 million. Eh bien écoutez, notre ami Jean-Bernard Mérimée a touché
2 jours de barils quotidiens. Donc 2 jours de barils algériens. Vous imaginez, c'est énorme. 2 millions de barils. Eh tiens, rien que tioutac, rien que zouj mlaïl, baril. C'est magnifique, hein. Donc, c'était entre 2001 et 2003. Hop, 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 hop. 2001 et 2003. Pas moi qui le dis, hein. Monsieur Mérimée n'est concerné que pour la période 2001-2003. 2003, discours de De Villepin à l'ONU. Ah, pas de guerre en Irak. 2001-2003. Donc ça va jusqu'en 2003. Il a eu des barils de pétrole. Donc on peut imaginer, il n'y a pas que lui qui a eu des millions de barils de pétrole. Vous avez compris mon insinuation. Et ils disent, écoutez-moi bien, les enquêteurs soupçonnent l'ambassadeur de France à vie, Jean-Bernard Mérimée, également d'avoir perçu en 2002 et 2003, environ 4 millions de barils supplémentaires. Regardez, environ 4 millions de barils supplémentaires. Regardez, 2003, c'est la guerre en Irak. La France a dit non, pas de guerre en Irak. Bah oui, écoutez, on a des diplomates français qui touchent 4 millions de barils de pétrole supplémentaire. C'est beau la diplomatie quand même. Moi je trouve ça génial. Écoutez ce qu'ils disent. Et ils disent qu'ils pourraient ensuite avoir tiré profit de ces allocations sous forme de commission à la revente via, et là c'est magnifique, via une société agréée par l'ONU. C'est génial. Entre 1999 et 2002, il était conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU avec le titre de secrétaire général adjoint. Donc, évidemment, allez, on prend les barils et puis on les revend via une société agréée par l'ONU. Bah oui, qui va se douter de la supercherie? Évidemment, personne. Alors après, ils disent une partie de l'argent ainsi récupéré aurait été reversé à des proches du régime irakien sous forme de rétrocommission, de surfacturation, ce qui entraîne la qualification pénale de corruption active d'agents publics à l'étranger. C'est pas beau ça. C'est beau, hein, ces gens qui ont fait l'école nationale d'administration, l'ENA, costume, cravate, comme Chakib Khalil, comme Outradour, comme tous ces gens-là. Hein, on en a beaucoup chez nous aussi, sous Bouteflika. Donc, il y a 6 Français qui ont été mis en examen, dont un autre diplomate, bon, on va en parler tout à l'heure, hein, Serge Boisdevet, ancien secrétaire général au Quai d'Orsay, également ambassadeur à vie. Alors, je vous dis un peu le CV de ce magnifique Jean-Bernard Mérimée. Il était plutôt diplomate à Londres entre 1966 et 72, là où je suis né, 72. Il était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, entre 75 et 78. Il a été chez notre voisin de l'Ouest aussi. Et on va reparler. Hein. Donc, il était à Rabat, entre 87 et 91. Donc, pendant 4 ans, il était déjà à Rabat. On va en parler gentiment, d'accord? Et puis, mes frères marocains, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Ensuite, à l'ONU, je viens de le préciser, entre 91 et 95, et il a fini sa carrière diplomatique, en tout cas au nom de l'État français, entre 95 et 98, à Rome, en Italie. Bah, vous connaissez l'Italie, hein, c'est le pays de la transparence, n'est-ce pas? Et depuis 99, il est, donc date à laquelle les faits lui sont reprochés. Il était où? Il était conseiller au Maroc auprès de la Banque marocaine du commerce extérieur, la fameuse BMCE. Voilà. Diplomatie, business. Ça va bien ensemble. Allez. Alors, est-ce que vous croyez que ces gens-là ont honte de faire ce qu'il leur est reproché? Non, pas du tout. Qu'a dit notre ami Jean-Bernard Mérimée, ambassadeur de France à vie? Il a dit que toute peine mérite salaire. Voilà, toute peine mérite... C'est lui, hein. Bon là, il a perdu un peu de sa superbe, hein, d'habitude. Il a beaucoup plus de panache. Hein. Regardez, il avait du panache là quand même en 95. La classe. Là, il fait la tête, il dit... Regardez, il est là, il a un peu vieilli. Toute peine mérite salaire, dans le cadre du programme pétrole contre nourriture.
Normalement, il était censé protéger les populations civiles irakiennes. Il y a quand même eu 1 million de morts, hein. Il y a eu un embargo terrible en Irak. Donc normalement, il est là pour aider les populations qui étaient victimes de famine, de malnutrition, de maladies. Et qu'est-ce qu'il dit notre ambassadeur français? Toute peine mérite salaire. D'abord 2 millions de barils et ensuite un cadeau supplémentaire de 4 millions de barils. C'est magnifique, hein? Alors il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, devant le juge, il dit, au début j'ai hésité. Voilà, hésité. Je l'ai mis en vert, hein, d'accord? Il dit, j'ai hésité. Voilà, il a hésité à prendre l'argent, plutôt les millions de barils. Puis après, il dit, je me suis dit que j'étais passé dans le privé, donc après 99, et que je pouvais recevoir une rémunération en tant qu'apporteur d'affaires. Donc il était à la fois apporteur d'affaires dans le privé et en même temps secrétaire général adjoint à l'ONU auprès de Kofi Annan. Incroyable. Ah, les Français, les donneurs de leçons. Donc après, il dit, donc alors, je me suis dit que j'étais passé dans le privé, que je pouvais recevoir une rémunération en tant qu'apporteur d'affaires. Voilà, ajouté l'ancien ambassadeur qui fut représentant permanent de la France auprès du Conseil de sécurité de l'ONU entre 91 et 95. Après, il dit, bon, c'est vrai, j'ai pris la mauvaise décision, je le regrette, comme un petit enfant. Vous voyez, c'est comme Total, qui a été obligé de mettre en place un programme de bonne conduite, de prévention, de lutte contre la corruption, après avoir eu une amende du gouvernement américain de 398 millions de dollars. Donc, oui, pardon, oncle Sam, pardon, j'ai fait une erreur, je regrette. Ben lui, il dit la même chose. Il dit, j'ai fait une erreur, je regrette. Oui, je le regrette. Voilà, il dit, j'ai pris la mauvaise décision, je le regrette. Oh là là là, que c'est mignon tout ça. Alors, au final, qu'a décidé la justice française avec notre ami, notre bel ambassadeur à vie? Regardez la classe. Ça vous rappelle pas une photo avec Shakib Khalil et sa femme? Regardez, la classe là, il est avec sa femme, tranquille, voilà, de papillon, la classe quoi. Les ambassadeurs comme on les aime. Alors cet ambassadeur qui a été pris la main dans le sac, ben écoutez, il a eu une petite amende de 50 000 euros. Il a eu 6 millions de barils de pétrole, petite amende, 50 000 euros. Voilà, 50 000 euros. Vous savez, 50 000 euros, c'est ce que j'ai payé lorsque la justice française avait demandé une caution pour la libération de Maître Karim Achoui. Voilà, 50 000 euros. Tac. Pas grand-chose. Hein. 6 millions de barils de pétrole, gratos. Petite amende. Et la France est gentille, la justice française. Ben oui, quand même. Déjà, il a été placé en garde à vue, mis en examen. Il est quand même ambassadeur à vie, quand même. Il représente la France dans le monde. 50 000 euros, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a fait de son argent? En tout cas, d'une partie de son argent. Mais il s'est offert une petite villa au Maroc, mesquin. Oh, le petit ambassadeur français. Oh là 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 là. Voilà. Son rêve, c'était avoir une petite villa au Maroc. Incroyable. Vous savez, c'est fou quand même. Donc ça date du 14 octobre 2005. Regardez, c'est le Parisien, 14 octobre 2005. Vous pouvez vérifier, hein, le diplomate s'est offert une villa au Maroc. Ben oui, il est ambassadeur au Maroc d'abord entre 87 et 91. Ensuite, à partir de 99, il est devenu conseiller de la Banque marocaine du commerce extérieur. Ben évidemment, il n'a pas allé dormir dans un gourbet quand même, hein, ou dans une tente. Ben oui, il faut quand même s'offrir une belle villa. Aïe, 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 aïe. Alors, vous savez ce que disait le journal Le Parisien? Il disait sale temps pour la démocratie, pour la diplomatie. Sale temps pour la diplomatie. Sale temps pour la diplomatie française, hein, bien sûr. Pas algérienne, ni marocaine, française. Donc, vous avez vu les liens entre le Maroc, la France, le Maroc, la France, Maroc, la France. Ben oui. Notre ami Emmanuel Macron, lorsqu'il reconnaît la marocanité du Sahara occidental le 30 juillet 2024, on peut imaginer beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
Bon, et en plus de ça, non seulement il a acheté une belle maison, une belle villa au Maroc, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, quand on est ambassadeur de France à vie, je sais pas, on a une certaine déontologie, une certaine éthique. À votre avis, est-ce qu'il a déclaré ces 6 millions de barils de pétrole au fisc français? Non, 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 non. Il a confessé, vous savez, je pense que c'est un bon chrétien, notre ami Jean-Bernard Mérimée. Il a confessé, c'est-à-dire il a avoué avoir dissimulé ses fonds au fisc français. Regardez, il a confessé, vous savez, il se croyait à l'église un bon dimanche matin. Bon Dieu, je confesse, oui, 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 j'ai pas déclaré, c'est de l'argent sale. Il n'a pas déclaré au fisc français. Il n'a pas passé une seule nuit en prison, ce monsieur. Aïe, 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 aïe. Donc, vous avez vu comment fonctionne le monde des multinationales, des diplomates. Pas beau, hein? Puis moi, je suis là. Alors, les pays m'embêtent. Vous savez, il y a des pays, dès que je fais de la politique, ils veulent me mettre en prison, ils veulent me faire taire, ils me mettent des contrôles fiscaux internationaux, bientôt un bracelet électronique. Vous n'avez pas remarqué? Je suis toujours le même, hein. Je dénonce toujours les phénomènes de corruption. C'est la raison pour laquelle j'avais apporté mon soutien au chef du gouvernement, Sir Abdelmajid Tebboune, à partir de mai 2017, lorsqu'il s'était engagé lui aussi contre la corruption. Donc vous voyez, je n'ai pas changé d'un iota. Vous avez vu tous les problèmes que j'ai en France, mais je n'ai pas peur de dénoncer tout ce que fait l'État français, que je distingue bien de la République française. Ok? Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, il a avoué, notre ami Jean-Bernard Mérimée, ambassadeur de France à vie. Il a dit, oui, c'est vrai, qu'il y a eu des surfacturations et qui ont permis de reverser des commissions occultes à des membres du régime irakien, comme en Algérie. Vous vous souvenez, le Saïpem a avoué. J'étais au tribunal de Milan lorsqu'il était condamné, Farid Bejaoui. Il était condamné à 5 ans et 3 mois de prison. Lui, il n'a jamais passé une seule nuit en prison. Hein. Ouais, ils ont avoué qu'ils ont donné de l'argent, 198 millions d'euros. Oui, oui, sur des comptes à l'étranger, Hong Kong, Macao, Suisse, etc., etc. Donc Jean-Bernard Mérimée, pareil, il a avoué. Il a avoué qu'on a reversé une partie à des hauts fonctionnaires irakiens, comme la Saïpemeni ont avoué avoir reversé des commissions à des hauts responsables algériens sous Bouteflika. C'est comme ça que ça fonctionne. Aïe, 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 aïe. Alors, à votre avis, Jean-Bernard Mérimée, quand il a reçu ces 6 millions de barils de pétrole, quand on reçoit des millions de barils comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a, je sais pas, un hangar où on les cache? Je sais pas. Non, non, tout est prévu, hein, tout est prévu. Donc, il a revendu ces millions de barils irakiens à un intermédiaire qui s'appelle Arredio. Donc, c'est une société de vente de pétrole. Voilà. Ça s'appelle Arredio. Vous voyez? Arredio. Tout est organisé, c'est comme une mafia, voilà. La mafia des multinationales et des diplomates. C'est beau, hein? Aïe, 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 aïe. Bon, et puis, bien sûr, l'argent qu'il a reçu, vous croyez qu'il a mis à la BNP, dans le compte français, la BNP, Société Générale Crédit Agricole? Non, c'est sur des comptes à l'étranger. Regardez. Compte à l'étranger. Moi, j'aime beaucoup les Français qui nous donnent des leçons. Ils sont géniaux. Donc voilà, bon, il a une petite maison à... Allez, je reviens. Hein. Je ne peux pas me priver du plaisir de vous dire que les Français, je ne sais pas, les diplomates français, les hommes politiques français, ils adorent acheter des villas au Maroc. Mais qu'est-ce qu'il y a au Maroc? Pourquoi ils n'achètent pas des villas en Algérie, au Mali, au Niger, ou au Burkina Faso? Je ne sais pas. Bon, on continue? Bah, aujourd'hui, je vous fais un peu rigoler quand même. Hein. Allez, on continue. Aïe, 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 il y a des moments où je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est dur quand même, hein? Alors, vous savez, les Américains,
il y a un inspecteur américain en désarmement qui s'appelle Charles Duelfer en octobre 2004. Écoutez bien parce que je vais faire le lien avec ce qui se passe entre la France et l'Algérie. Il avait accusé Jean-Bernard Mérimée justement de toucher des millions de barils de l'Irak. Et qu'avait dit le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère français des Affaires étrangères? Retenez bien la phrase. Le Quai d'Orsay français avait qualifié toutes les allégations, c'est-à-dire toutes les affirmations de l'inspecteur américain en désarmement Charles Duelfer de fallacieuses. Ça vous rappelle rien? Fallacieuses. Ben oui, la France a dit « Comment vous pouvez accuser un ambassadeur français à vie de toucher de l'argent sale du dictateur irakien Saddam Hussein ?» Donc le Quai d'Orsay avait dit « Ces allégations étaient fallacieuses. » Vous vous souvenez quand l'Algérie avait accusé les services secrets français, la DGSE, de déstabiliser l'Algérie? Qu'avait dit le ministre actuel des Affaires étrangères français? Il avait dit que les accusations de l'Algérie étaient infondées et fantaisistes. Oui, fallacieuses, fantaisistes. Ben oui. Aïe, 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 je ne sais pas quoi vous dire. Bon, vous en souvenez la photo que je vous ai montrée tout à l'heure de notre ami Jean-Bernard Mérimée? Regardez, Jean-Bernard Mérimée, il était beau comme tout là. Hein. Regardez à l'ONU, là, il faisait semblant à l'ONU d'être touché par le drame des civils irakiens. Regardez. Ben oui, pensez à ces millions de barils de pétrole. Aïe, 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 aïe. C'est horrible. Alors, il y a beaucoup de littérature sur lui, vous pouvez regarder. Il y a un magnifique résumé sur notre ami Mérimée, flou artistique à partir de 1998, sur le site Agoravox, que vous pouvez consulter. Il y a un très bon résumé. Bon, donc, c'est bon, Jean-Bernard Mérimée, bon, il est mort là, on va pas lui en vouloir, c'est pour ça que je le dis avec sourire, tout ça. Maintenant, on va pas parler du deuxième ambassadeur français à vie, notre ami Serge Boisdevet. Regardez comment il est mignon avec sa femme, Francine, regardez. Il est beau, hein. Il est beau comme un dieu, lui aussi. Bon, il est mort aussi en 2018. Vous savez, nous, on est musulmans, on a le droit de dire Rabbi Yarhamou. Je sais qu'il y en a qui me le reprochent, mais moi, j'ai pas de souci avec ça. Voilà le deuxième ambassadeur à vie qui a fait sa carrière. Donc, au Quai d'Orsay, toute sa carrière au Quai d'Orsay, pareil, il a fait de grandes études comme M. Jean-Bernard Mérimée. Là, c'est sa jolie femme, Francine, qui était une grande journaliste au journal de droite, Le Figaro. Et Francine, pour honorer la mémoire de son mari, elle a publié un livre avec lui, Serge et Francine Boisdevet. Regardez le beau titre. Magnifique, hein? Un ambassadeur de France et une journaliste. Petite et grande histoire. Alors, elle ne s'oublie pas dans l'histoire. Elle aurait pu juste faire un livre pour parler de son mari. Elle aussi veut être dans la photo, au même niveau. Ben, évidemment, évidemment. Voilà, donc, alors, ce livre-là raconte leur vie dans le monde de la diplomatie feutrée, d'abord en Pologne, ensuite à Berlin, en Allemagne, au moment de la chute du mur du Berlin, et après, ou plutôt juste avant, en Inde. Voilà, donc Pologne, Inde et Allemagne. Alors, notre amie Francine, à vrai dire, c'est elle qui a écrit le livre, elle dit que ce livre résulte d'une commande privée. Vous savez, la haute sphère française, comme un éditeur ne veut pas publier leur livre, ils commandent. C'est ceux qui payent, à vrai dire. Ils ne sont pas capables de trouver un éditeur, puisque évidemment un éditeur ne va pas faire la promotion de quelqu'un qui était mis en examen, voyons, qui est poursuivi pour corruption. Donc il faut acheter, voyons. Donc c'est une commande, ça résulte d'une commande privée. Et d'ailleurs ils disent que si vous voulez, pour toute demande, si vous voulez recevoir ce livre, merci de vous adresser à son auteur, Francine Boisdevet, par le biais de Ibacom. Ibacom, c'est un site qui publie des livres. Ce n'est pas une maison d'édition, mais en gros, vous payez, puis il publie le livre que vous voulez. Voilà, donc si vous voulez acheter son livre à Francine, voilà, où elle parle d'elle-même et de son mari.
Alors, elle dit qu'elle ne s'est jamais ennuyée, Francine. Francine Baudevet, la femme de l'ambassadeur, donc journaliste du Figaro. Et elle parle du grand ambassadeur qui terminera sa carrière comme secrétaire général du Quai d'Orsay en 93. Voilà, grand ambassadeur. C'est beau, hein? Ah oui, il n'y a pas mieux que se flatter soi-même, puisque personne ne veut le faire maintenant. Et donc, elle rappelle qu'ils étaient ensemble à l'ambassade de Varsovie, à Berlin et en Inde. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Inde? Parce que là, elle dit, tout va bien là, quand elle parle de son mari à Varsovie, avec Jean-Paul II, en Allemagne avec Helmut Kohl, ou en Inde avec Rajiv Gandhi, mais elle ne dit pas que ce qui s'est passé en Inde. Elle croit que tout s'est très bien passé. Donc là aussi, il y a un super résumé qui date de 2005 sur l'ambassadeur de France à vie, Serge Boisdevet, brillant diplomate, corrompu par Saddam. Donc il y a tout un historique sur ce qu'a fait ce grand diplomate. Alors, ce grand diplomate, Serge Boisdevet. Serge Boisdevet, il a de la chance d'avoir une femme qui a fait des livres sur son mari. Incroyable, hein? Elle est gentille, Francine. Regardez, elle a écrit un livre qui s'appelle, dans la collection Perspectives stratégiques, Une diplomatie informelle pour l'Europe, le groupe de contact Bosnie, Fondation pour les études de défense. C'est beau, hein? Donc cette fois-ci, c'est une vraie publication. Mais elle fait toujours la promotion de son mari, une diplomatie informelle pour l'Europe. Voilà, regardez. Fondation pour les études de défense. C'est du sérieux, ça. Regardez ce mot, informel. Moi, j'aime beaucoup. Informel. Informel, c'est-à-dire, c'est pas officiel. Eh bien, on va en parler de la diplomatie informelle. Alors, selon le journal du dimanche, qui date de 2005, vous savez combien notre brillant diplomate, ambassadeur à vie français et ancien secrétaire général au Quai d'Orsay, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères français, un peu comme Xavier Driancourt, Bernard Rémier, Bernard Bajolet, vous voyez. Donc on a d'abord des ambassadeurs espions et des ambassadeurs mafieux. Mais les deux peuvent se regrouper. Et dans le cas de l'ambassadeur Serge Boisdevet, qui était, comme je le rappelle, ambassadeur en Pologne, en Allemagne et en Inde, lui, il fait les deux, lui. Il fait les deux. Donc on peut supposer que d'autres feraient les deux. D'ailleurs, Bernard Bajolet, il est poursuivi, là, il aura un procès au mois de novembre pour des magouilles financières, comme M. Boisdevet. Et Bernard Bajolet était ambassadeur à Alger, et ensuite chef des services secrets français. Donc il était espion et mafieux, comme ce monsieur. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, selon le journal du dimanche de septembre 2005, le grand ambassadeur français à vie, Serge Boisdevet, est soupçonné de cet fait attribué via la Suisse. La Suisse, c'est un magnifique pays, c'est un pays neutre, c'est un pays génial. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, la Suisse avait décidé aussi de voter une loi contre les femmes qui portaient librement les niqabs. Vous savez qu'à titre personnel, je suis contre le niqab, mais je n'accepte pas que des États utilisent le niqab pour salir l'image de l'islam ou des musulmanes. Surtout ces musulmanes-là, la plupart d'entre elles sont des converties. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, je sortis mon carnet de chèques. Alors, comme ils savaient que je payais les amendes en France, en Belgique, c'était autour de 181 €. Ils ont dit, vous allez voir, nous les Suisses, on va mettre des amendes à 9 200 € et on verra si Nekaz Rachid va venir les payer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le jour même où ils ont voté la loi, je me suis présenté en Suisse. Je leur ai dit, écoutez, je suis venu avec une mallette. J'ai dit, voilà, je peux payer la première amende, parce que moi-même, j'avais incité une femme à porter le niqab, à dire le porter elle-même déjà. C'était une militante connue donc en Suisse. Et ils n'ont pas voulu me donner une amende de 9 200 €. J'ai dit, vous attendez quoi? J'ai les 9 200 €, je suis prêt à payer l'amende. Les Suisses. Ils sont marrants, les Suisses. Et vous avez vu ce qui s'est passé lorsque je me suis présenté le 8 mars 2019 à l'hôpital, donc à Genève, pour voir si le président était vraiment en bonne santé.
le président Bouteflika, pour savoir s'il était apte à être candidat aux élections présidentielles. Vous savez qu'ils m'ont enfermé pendant 48 heures, nos amis suisses. Eh oui. Donc revenons à notre ami Serge Boisdevet, brillant diplomate, ambassadeur à vie. Hein. Donc il aurait, écoutez-moi bien, il aurait obtenu via la Suisse l'équivalent, pas de 2 millions de barils, pas de 6 millions de barils de pétrole comme son ami, notre ami Jean-Bernard Mérimée. Lui, c'est beaucoup plus. Pourquoi beaucoup plus? Parce qu'il était quand même secrétaire général au Quai d'Orsay jusqu'en 93. Il avait quand même du poids, ce monsieur. Donc, il a un réseau extraordinaire. Je vous ai dit, il était en Pologne, en Allemagne, en Inde. Il a eu 5 fois plus, regardez. 32 millions de barils de pétrole. Vous savez ce que ça veut dire, 32 millions? 32 millions, c'est l'équivalent de 32 jours de pétrole pour l'Algérie. Un mois, en gros. Plus d'un mois de pétrole dans sa poche. 32,6 millions de barils de pétrole irakien entre quand et quand? Regardez. Entre 98 et 2002. Eh, c'est juste avant 2003. Hop, vous vous souvenez, la France a mis le veto. Pas de guerre en Irak. Hop, 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 pas de guerre en Irak. Bah oui, et quand on a 32 millions de barils, ça c'est rien que pour lui. Hein. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a d'autres personnages au sein de l'État français qui ont reçu eux aussi des millions de barils de pétrole de notre ami Saddam, qui a fait tuer à coups de missiles notre ancien ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Seder Ben Yahya, en mai 82. Voilà comment ça fonctionne la diplomatie, mes chers compatriotes algériens. Vous croyez que quand le président Emmanuel Macron fait une déclaration unilatérale en violation de la légalité internationale en disant en reconnaissant la marocanité du Sahara occidental, vous croyez que c'est comme ça là? C'est venu... Voilà, il a fait un rêve et le lendemain, c'est-à-dire le 30 juillet 2024, il dit « Bon, allez, je reconnais la marocanité du Sahara occidental. » Bah, regardez comment ça fonctionne. Là, je vous détaille, là. Ça ne sort pas de ma tête, hein. C'est dans tous les médias. Journal du dimanche, c'est un journal de droite. C'est pas une petite gazette locale. À vrai dire, c'est dans le dossier judiciaire de l'ambassadeur de France, qui est mort en 2018. Donc 32,6 millions de barils de pétrole irakien. Et il a quand même reversé une partie. Hein. Il a reversé une partie des responsables irakiens, un peu comme en Algérie, sous Bouteflika. Allez, je vous donne du pétrole. Donc l'Algérie de Bouteflika a donné du pétrole à Total, à Eni, mais gratuitement, hein, d'accord. Mais voilà, il y a une partie qui est reversée en Suisse, à Bouchouareb, à Chakib Khalil, à Saïdani, à Farid Boujaoui, à Outqaddour. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'avez pas remarqué, il n'y a personne qui a porté plainte contre moi. Vous n'avez pas remarqué? Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai, tout simplement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit notre ami ambassadeur à vie français, Serge Boisdevet? Il dit il dit ça à la justice. Hein. C'est un rapport de la police judiciaire. C'est pas Rachid Nekaz qui dit ça. C'est un rapport de la police judiciaire. Il dit que la plupart des personnes physiques, c'est-à-dire comme lui, qui ont perçu ces millions de barils de pétrole, il appelle ça ses allocations, parce que pas utiliser des mots qui fâchent, voyons. Donc il dit... ils ont été amenés à véhiculer une image positive du régime irakien. Voilà. Donc, en gros, l'Irak a donné ces millions de barils de pétrole, mais il y avait un deal, un accord, pour véhiculer une bonne image, une image positive du régime irakien, avec des prises de position
pro-irakienne. Ça vous rappelle rien, ça? Est-ce que vous savez que pendant 20 ans du régime Bouteflika, les 4 mandats, jamais la France n'a critiqué une seule fois le président Bouteflika et les ministres Bouteflika. Jamais, 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 jamais. Même quand j'ai publié les actes notariés de Bouchouareb, de Sellel, de Sridani, de Tqaddour, jamais il y a eu un seul article dans la presse française. J'ai organisé 157 manifestations anticorruption. Jamais, jamais, jamais un seul article dans la presse française. Jamais la justice française n'a enquêté sur les biens mal acquis. Même quand j'ai contacté le parquet financier, donc qui s'occupe de ces affaires-là, même quand j'ai envoyé ces dossiers à Tracfin, qui est censé traquer la corruption, je dis bien, jamais, ni les médias français, ni les hommes politiques français, ni la justice française, ni les organismes chargés de la lutte contre la corruption n'ont voulu enquêter ni sur le président Bouteflika, ni sur ses ministres. Jamais. Bien au contraire, c'est la justice qui m'a condamné en juillet 2017 à donner à ce jour 7,5 millions d'euros au fils de Tqaddour parce que j'avais publié l'adresse de son appartement d'une valeur de 7 millions d'euros qu'il avait à Neuilly-sur-Seine, 2 appartements. Et oui, c'est moi qui ai été poursuivi par la justice française au lieu de poursuivre les corrompus. Donc vous avez compris pourquoi. Mais oui, quand on paye des hommes politiques ou des ambassadeurs français, vous croyez qu'ils vont donner une mauvaise image de l'Irak ou de l'Algérie de Bouteflika ou du Maroc aujourd'hui? Vous avez compris. Il suffit de donner un peu d'argent, c'est tout. Des millions de barils, c'est encore mieux. Millions de barils, millions de... Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont à vendre les autres? Vous avez compris. Du phosphate, on laisse passer des kilos de hashish ou de cocaïne. Bon, bref, vous avez compris. Aïe, 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 aïe. Mais écoutez bien ce que dit l'ambassadeur à vie de France, M. Serge Boisdevet. Il dit, moi je nie les faits, pour moi c'est pas de la corruption, il dit. Lui il préfère parler de simple lobbying rémunéré. Il nie les faits, il dit qu'il préfère parler de simple lobbying rémunéré. Donc en clair aujourd'hui, il suffit de payer et vous avez des grands pays comme la France qui a un siège permanent au Conseil de sécurité et qui peut dire non à la guerre en Irak, oui à la marocanité du Sahara occidental, etc., etc., etc. Je vous fais pas de dessin, j'espère. On s'est compris. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, notre ami Serge Boisdevet? Je vous montre sa photo, hein. Regardez. Serge Boisdevet. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre quand il a quitté le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères français en 93? Il fait du business, hein. Regardez ce qu'il a fait. Il s'est lancé dans le trading pétrolier en s'associant avec une société néerlandaise. C'est pas beau, ça. C'est beau, la diplomatie, hein. Voilà, il fait du trading pétrolier. Bah oui, c'est là où il y a de l'argent, voyons. En s'associant avec une société hollandaise, néerlandaise. À 70 ans, hein, il a fait comme Chakib Khalil, comme d'autres anciens ministres français des Affaires étrangères que je ne vais pas citer. Bon, bref, c'est lamentable ce qui est en train de se passer. Bon, on va finir cette vidéo pour vous dire... On va finir cette vidéo? Allez, on va en parler. Alors, notre ami Boisdevet, parce que j'ai cru qu'il y avait un problème de son, c'est pour ça que j'ai fait une pause de 3 secondes. Donc maintenant, vous connaissez sa photo, Serge Boisdevet, ambassadeur à vie. Donc je vous ai dit qu'il était ambassadeur à un moment donné en Inde, à New Delhi. Et en février 1985, le 2 février 1985, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Très très bizarre en Inde. À l'époque, le Premier ministre, c'était le brillant Rajiv Gandhi, fils d'Indira Gandhi. Tous les deux ont été assassinés, juste pour la petite histoire. Les deux ont été assassinés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ok? Incroyable, hein? 2 anciens premiers ministres de la même famille assassinés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la
vous connaissez Reuters, c'est l'agence de presse Reuters, c'est britannique. 2 février 1985, au moment où notre ami Serge Boisdevet, que je viens de vous montrer, mais je ne me prive pas de vous remontrer son visage, son beau visage souriant, avec ses 32,6 millions de barils de pétrole irakien. Regardez ce qui s'est passé. La France rappelle l'ambassadeur. Qu'est-ce qui s'est passé? En Inde, pour un scandale d'espionnage, regardez. La France rappelle l'ambassadeur en Inde pour un scandale d'espionnage. Dépêche Reuters, donc c'est comme Associated Press, Reuters et l'AFP. Regardez, puis l'agence TASS russe. 2 février 1985. Scandale d'espionnage. Vous vous souvenez, Jean-Noël Barrot avait dit que les accusations de l'Algérie portant sur les services secrets français, il avait dit c'est des accusations infondées, fantaisistes. Et qu'est-ce qui s'est passé en Inde là? 1985. Février 85. Ça c'est donc Reuters. Hein? Aucun journaliste français n'a repris cette dépêche. Aucun. Blackout. Ok? Aucun. Sauf un tout petit peu Le Monde, et vous allez voir, c'est feutré, c'est feutré. Mais les Américains, les Indiens, les Anglais l'ont relayé partout. Ben oui, vous imaginez, on s'attaque toujours aux faiblesses de l'ennemi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je vous ai pris un journal américain qui s'appelle Los Angeles Times. L'Inde ordonne le retrait de l'ambassadeur de France. Ce n'est pas la même chose que la France rappelle l'ambassadeur. Hein. Ordonne. L'Inde a dit dégage. Allez, dégage. Ou serriez, comme on dit chez nous. C'était le 3 février 1985. Regardez. Los Angeles Times. L'Inde ordonne le retrait de l'ambassadeur de France. La honte, hein, 5e puissance mondiale. L'Inde a annoncé vendredi, donc 2 février 85, avoir ordonné à l'ambassadeur de France de quitter le pays dans 30 jours. Allez, dégage. Ce qui est lié à l'enquête sur le plus grand scandale d'espionnage de l'histoire indienne. Le plus grand scandale d'espionnage de l'histoire indienne. Est-ce que vous imaginez? Le plus grand scandale d'espionnage de l'histoire indienne. Et la France est dans le coup. Donc le gouvernement indien a demandé mercredi à la France d'ordonner à Serge Boisdevet. Ah, Boisdevet. Boisdevet, c'est lui, l'homme aux 32,6 millions de barils de pétrole irakien. Donc, il lui a donné 30 jours pour rentrer chez lui et les Français ont accepté donc, le retour de l'ambassadeur. Et qu'est-ce qui était reproché? Espionnage sur les secrets militaires et industriels, c'est-à-dire la bombe nucléaire indienne. Et l'ambassadeur était là uniquement depuis 2 ans. Regardez les Français dans Le Monde, qu'est-ce qu'ils ont dit le 4 février 85. New Delhi a voulu faire preuve de fermeté. Ah, il ne parle pas de scandale. Hein. Il ne parle pas de scandale. Voilà, a voulu faire preuve de fermeté. Alors si vous voulez, prochainement, je vais vous dire en détail combien ça a coûté cette blague. Ils ont payé $4 chaque document. Vous